Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue dans le 20h de TFM. Dans l'actualité de ce jeudi, pour avoir refusé d'obtempérer, des migrants auraient essuyé des tirs venant des gardes-côtes. Bilan, un mort et 2 blessés graves. À Rufisque, les familles des victimes sont furieuses. Une enquête est ouverte. Radiation d'Ousmane Sonko des listes électorales. Pastef dénonce une énième forfaiture. C'est une comédie selon le porte-parole du parti dissous. Au lendemain du renouvellement du bureau de la ville de Dakar, le maire Barthélémy Diaz se défend des accusations de trahison. Semaine de l'état civil, quel est le niveau de digitalisation du système ? La dématérialisation est en marche, mais les lenteurs subsistent. Reportage à suivre. Dans l'actualité internationale, le dialogue de sourds au Niger entre la CEDEAO et la junte. La CEDEAO a activé sa force en attente, mais continue à chercher une résolution pacifique. La junte a formé un gouvernement de 21 membres. Les derniers développements en fin d'édition. Voilà pour les titres et tout de suite de développement. Des candidats à l'émigration clandestine auraient essuyé des tirs venant des gardes-côtes. Le bilan, l'incident a fait 1 mort et 2 blessés. Le drame s'est produit non loin du quai de pêche de Rufisque. Les migrants auraient refusé d'obtempérer. Voyons tout cela avec Abdou Diouf Diagne et Ahmadou Bambassamp. 32 ans, originaire de Diokoulkaou, dans la commune de Rufisque-Ouest, pêcheur Mbaya Fall ne verra pas les côtes espagnoles. Pour cause, il a été tué par balle au cours d'une altercation avec une patrouille de la gendarmerie qui les empêchait d'embarquer. Biran nous fait le film de cette nuit d'horreur. tuuraat beneen bal muy 3e 4e bal bi tamit muy déclenché boobu xale yi ñu daw fu nañu koy jaar finalement ñu ratal natt bi kawam la wàcc après booy oote boobu temps man ñu woo ma man ne ma diw muy daanu bal bi dafa laal. Dans le désarroi, sa famille exige de l'État une enquête sérieuse pour élucider cette affaire qui défraie la chronique à Rufisque. Kiabangom est la grande sœur de la victime. Enquête ngeen bëgg ñu def. dañ koy def nañ justice def liggéeyam man justice def liggéeyam ñu am ci ndax li dafa ñaaw xale bu tuuti ca fi benn jabar doom ci amagu sax bu amee 6 mois juróomi weer lay loolu rafetul. Pour manifester leur colère, les jeunes de Diokoul avaient organisé une marche de protestation. Selon certains témoignages recueillis sur place, plusieurs d'entre eux ont été interpellés. C'est les mois également à Fass Boye. Des jeunes du village ont disparu, vous le savez, depuis 1 an maintenant, depuis 1 mois maintenant. Ils sont des candidats à l'immigration irrégulière. Aucune nouvelle, aucune trace de leur embarcation. C'est tout le village qui est plongé dans les mois. Cher Anta Diop, c'est la tire. L'horloge affiche 14 heures ce jour à Fass Boye, un village de pêcheurs. Un homme, la centaine d'années, sifflote à s'éclater les poumons. Nous l'avons trouvé dans une case en face de la mer. Parce que famille, mais 7 personnes. C'est la même famille. J'ai perdu mes 7 enfants. Les 4 autres sont mes petits-fils. Des jeunes commentent encore la disparition de cette pirogue. Abdou Karim Sarr, le visage triste, nous explique qu'il a perdu 7 membres de sa famille. Au quartier Pench aussi, à Fass Boye, nous avons trouvé des familles qui ont perdu l'espoir. Ils habitaient tous dans cette concession. Vous avez constaté, les femmes pleurent à longueur de journée. Elles n'arrivent plus à s'alimenter correctement. Tout le monde est inquiet. Certains pêcheurs ont même refusé d'aller en mer.
problème bi mu am xale ya problème yi ñu am jafe-jafe yi ñu nekkee. Des témoignages, des recoupements effectués auprès de proches de ces jeunes révèlent que ces candidats à l'immigration clandestine ont quitté Fass Boye depuis le 10 juillet. Et jusqu'ici, aucune nouvelle. Les populations de Fass Boye, Lit, Ténénar, Diogo-Guéthié demandent aux autorités étatiques de leur venir en aide. Merci Chiranta. Affaire du bébé décédé à l'hôpital Abass Ndao. La famille veut un test ADN. Les parents, en conférence de presse, émettent des doutes sur les circonstances de la disparition de leur enfant. Compte rendu Fatima Touré, Alioune Diagne. Face à la presse, la famille de la victime ne cache pas son mécontentement. Elle avait exigé un test ADN suite à la mort atroce de son nouveau-né, retrouvé dans une machine à linge à l'hôpital Abass Ndao. Mais sa demande n'a pas été prise en compte. Et pourtant, la procédure, elle, est enclenchée et l'autopsie déjà réalisée. Ce que nous, on aimerait dans l'immédiat, c'est que le test d'ADN soit mis à notre disposition, l'autorisation pour faire le test d'ADN, que le juge d'instruction, un juge d'instruction soit désigné si ce n'est pas le cas, afin qu'il ordonne cela, la faisabilité du test d'ADN. Et comme je le disais, le test d'ADN, je n'aimerais pas qu'on croise le prélèvement qu'ils ont déjà de la maman. J'aimerais que le prélèvement soit venant de moi-même et qu'on ne nous impose pas vraiment un labo qui va faire le test d'ADN. Nous-mêmes, on va choisir notre labo et après, on va présenter le résultat. D'ailleurs, selon toujours le père de la victime, l'autopsie est faite d'une manière illégale car n'ayant pas respecté la requête de la famille. On m'a juste informé le jeudi que l'autopsie a été faite. J'ai pas été informé de cette nouvelle-là. Et ils n'ont pas tenu compte de mes mises en garde, ils n'ont pas tenu compte de cela. Et le résultat qu'on m'a présenté, moi je ne trouve pas ça comme un résultat d'autopsie. C'est juste un rapport des faits. Ce qui s'est réellement passé, ce qui a causé le décès de l'enfant est absent sur le rapport qu'on m'a présenté. 3 personnes auraient été interpellées pour les besoins de l'enquête dans cette affaire, mais la famille se dit sceptique quant à la véracité de ces arrestations. Elle demande au procureur de réagir. Ce n'est que des informations qui circulent. Je ne sais pas si véritablement il y a 3 personnes qui ont été arrêtées ou pas. Une personne a avoué les faits selon les informations que je suis en train de lire dans les médias. Une personne a avoué les faits. Moi, je trouve qu'il y a encore beaucoup de choses que la justice doit creuser. Une famille meurtrie après le décès tragique de son nouveau-né, dans des circonstances douteuses. Aujourd'hui, elle veut que la justice fasse son travail pour éclairer les zones d'ombre. La famille n'ayant toujours pas eu confirmation scientifique que le bébé en question est le sien. Merci Fatima. Dans l'actualité politique, Ousmane Sonko radié des listes électorales. L'information barre la une du quotidien L'Observateur de ce jeudi. La radiation fait suite à la condamnation de l'opposant par contumace dans l'affaire Sweet Beauty. Ce n'est que de la comédie, déclare Maître Abdoulaye Tall de Pastef sur la radio de toute l'actualité RFM. C'est une énième forfaiture. La riposte appropriée sera apportée, affirme le porte-parole du parti dissous. Au lendemain du renouvellement du bureau de la ville de Dakar, le maire Barthélémy Diaz se défend des accusations de trahison venant des membres de PASTEF. Vous le savez, Ngone Mbang de Taxawu Dakar est désormais la première adjointe à la place de Abass Fall de PASTEF. Voyons tout cela avec Aminata Mbarisso et Modou Diop. Le maire de Dakar ne fait pas dans la langue de bois dans sa réplique. Barthélémy Diaz qualifie d'enfantillage le comportement de certains de ses anciens collaborateurs à la ville de Dakar. Nous avons été exclus du Parti socialiste sous vos yeux à vous, tous autant que vous êtes, pour le même principe pour lequel on se bat aujourd'hui. Ceux qui sont là à s'exciter aujourd'hui, quand on était exclus du Parti socialiste, ils n'existaient pas dans le champ politique sénégalais. Mais s'ils n'ont pas l'honnêteté intellectuelle de reconnaître que notre mise à l'écart a contribué à leur émancipation, ça, on laissera le soin au peuple sénégalais de pouvoir apprécier. Monsieur Khalifa Sall est votre allié.
M. Khalifa Sall n'est pas votre ennemi. Les enfantillages qui sont passés hier dans la salle du conseil municipal lors de l'élection du bureau municipal, je le répète, je suis la personne morale de ce bureau et de ce conseil et on ne m'a pas confié une garderie d'enfants. Je n'ai pas le temps de gérer, moi, excusez-moi l'expression, des rancuniers, des haineux, des gens qui portent en banlieue la haine. Je n'ai pas que ça à faire. J'ai été élu pour servir Dakar. Je gère un budget de 50 milliards de francs CFA. Et j'ai une obligation de résultat. Pour Barthélémy Diaz, la démarche adoptée par d'anciens conseils municipaux ne relève pas d'une intelligence politique. Alors maintenant, je voudrais parler aux autres. Je vous invite à la tenue et à la retenue, parce que vous faites pitcher. Parlant du communiqué qui exclut Tahaou Sénégal de la coalition Yewwi Askan Wi, le maire de Dakar répond par le mépris. Et vous me permettrez, en m'adressant à cette coalition, de scinder la coalition en 3 différentes parties. Il y a les uns, il y a les autres et il y a les etc. Ce sont les uns. C'est eux qui sont à l'origine de la coalition Yewwi Askan Wi. Pour Barthélémy Diaz, la conférence des leaders n'est aucunement liée à ce communiqué. Il y a maintenant les autres. Les autres, ce sont ceux qui sont venus à la table, une fois que nous sommes allés chercher la dépense, aller faire les courses, cuisiner et mettre à table. Ce sont les autres. Alors les etc. Les etc. ce sont les frustrés de la 26e heure qui pensent qu'ils sont le nombril du monde. Vous me permettrez à vous de vous opposer le mépris et le silence, parce que je préfère rester sur l'essentiel. L'essentiel, c'est que dans la charte de Yewwi Askan Wi, il n'y a aucune décision qui peut se prendre sans consensus. Ce n'est pas possible. Et toutes les décisions doivent se prendre à la conférence des leaders. Comment dans le groupe des uns, l'un est malheureusement empêché parce qu'étant incarcéré, l'autre étant injoignable et Khalifa Sall étant hors du territoire. Ils sont rencontrés où pour sortir un torchon de communiqué qui veut faire croire à l'opinion que c'est la conférence des leaders qui s'est exprimée. Dans sa prise de parole, le maire de Dakar a également rappelé que les mairies de Dieuppeul et HLM ont également procédé à une nouvelle élection de leur bureau municipal, ce qui n'est pas spécifique à la mairie de Dakar. Il appelle ses détracteurs à la retenue. Dans l'actualité politique, toujours des cadres du Parti socialiste, membres de l'initiative Réflexion et Action socialiste, exigent le renouvellement et le rajeunissement de leur parti. En conférence de presse, ils demandent la tenue d'un congrès extraordinaire pour préparer les échéances électorales à venir. Voyons tout cela avec Maïmouna Ndiaye et Aloun Diagne. Ils font partie de la famille socialiste. Initiative, Réflexion et Action socialiste veut avoir une candidature du parti pour 2024. Le Benno Bokk Yakaar, le compagnonnage, le travail est terminé. Le président Macky Sall n'est plus candidat. À l'heure actuelle, l'APR cherche son candidat. Alors, on ne peut pas concevoir que le Parti socialiste joue en fait dans le remorquage. Le Parti socialiste a des hommes et des femmes de valeur qui sont capables de travailler sur un programme de socialisme démocratique et d'exposer un bon programme qui permet de régler certains problèmes du Sénégal. Et donc, le Parti socialiste doit avoir un candidat et ça, l'IRAS en fait son cheval de bataille et ne transigera pas sur la candidature du Parti socialiste. IRAS appelle à une forte mobilisation de ses militants pour la tenue prochaine d'un congrès extraordinaire. On ne sait même pas encore maintenant dans combien de structures nous disposons, quelles sont les structures qui fonctionnent, qui est là-bas et qui ne l'est pas là. Donc ça veut dire que c'est une nécessité de réorganiser le parti. Il faut redynamiser et rajeunir les instances. Le Parti a la chance d'avoir de jeunes cadres
qui sont compétents dans tous les domaines et il faut maintenant les responsabiliser au niveau des structures et des organes. Les textes du parti prévoient qu'au niveau des coordinations, si à un certain nombre de coordinations puissent faire une pétition et demander la tenue. Et nous maintenant, on est dans cette perspective-là, c'est de mobiliser le nombre de coordinations requis pour demander, exiger la tenue du congrès. Ces socialistes lancent également un appel aux acteurs politiques pour l'instauration d'une paix sociale durable. Mise en place d'un collectif des conseillers municipaux au niveau des parcelles Zasseni pour la libération du maire Aboubakar Djamil Sané. Et selon un des adjoints au maire des parcelles Zasseni, Djamil Sané n'a posé aucun acte répréhensible. Écoutons Momar Ndiaye, adjoint au maire chargé de l'urbanisme, avec Ibrahim Khan. Il y a un collectif des conseillers municipaux qui a été mis en place au niveau de la commune des Parcelles Assainies. Voilà, ce collectif travaille à travers des plans d'action. Et le premier plan d'action qui a été posé au niveau de la mairie des Parcelles Assainies, c'était le regroupement de tous les conseillers municipaux, en tout cas la majorité, des imams, des Badjanogor, l'ensemble des forces vives de la commune des Parcelles Assainies, pour dénoncer l'arrestation arbitraire des maires, surtout notre maire Aboubakar Djamil Sané, qui, comme vous le savez, est un maire qui est pacifique. Un maire qui n'a pas été épinglé dans sa gestion, donc qui est transparent dans la gestion de la commune. Donc c'est pour des raisons politico-judiciaires qu'il a été convoqué à la DIC et finalement placé sous mandat de dépôt. Maintenant, ce collectif, il appartient à ce collectif de décliner un programme. D'ailleurs, il y a une réunion qu'on doit mener demain, Inch'Allah, pour voir l'étape suivante. Parce qu'on avait déjà mis en place une motion de censure et faire une conférence de presse. Maintenant, demain, Inch'Allah Rabbi, il y aura une réunion entre ces conseils et les forces vives pour voir la prochaine étape, quelles doivent être les choses qui devront être faites. Rapport annuel sur la contribution de la société civile dans les politiques de développement. Les organisations annoncent injecter 700 milliards de francs CFA chaque année à travers divers programmes. Des ressources qui viennent essentiellement de l'étranger. Alassane Ba, Diafarapa. C'est un rapport qui permet de comprendre l'apport de la société civile dans les politiques de développement. Une restitution d'un travail de collecte de données sur le volume de leur investissement, le nombre d'emplois, entre autres. Plus de 700 milliards de francs CFA de financement par an dans des programmes qui viennent rejoindre ceux déjà mis en place par l'État sénégalais. Il s'agit donc de montrer que les 659 ONG et les 32 000 associations qui sont répertoriées au Sénégal font un travail extraordinaire. En tant que directeur du partenariat, j'ai pu observer l'énormité des actions, la pluralité aussi des secteurs qui sont investis, mais aussi le montant des volumes financiers importants qui sont investis par les acteurs de la société civile, particulièrement les ONG. Je réitère ici encore l'engagement de la DGPP à signer cet accord plus tard avec vous, parce que ça permet aujourd'hui de systématiser les rapports, mais ces rapports existaient et continuent d'exister. Un investissement très important dont la plupart provient de l'étranger. Ce manque de souveraineté dont souligne le rapport pousse les concernés à solliciter l'appui des autorités étatiques. Il y a très peu de ressources qui sont financées, qui sont mobilisées auprès des nationaux, des fondations, des entreprises, des particuliers. Pourtant, on sait qu'il y a un potentiel par rapport à la philanthropie nationale, la philanthropie endogène. Mais nous souhaitons également que l'État lui-même trouve des financements et finance les ONG elles-mêmes. Parce que ces ONG vont dans les mêmes missions. Je pense qu'aujourd'hui, l'État se manifeste manifeste son intention dans tous les secteurs, mais en assurant un meilleur partenariat, je pense qu'on pourrait s'y prendre mieux. À travers ce rapport, il s'agit aussi de produire des informations sur le travail de la société civile, de valoriser ces données auprès de l'État, auprès des bailleurs de fonds, mais également des citoyens. Un devoir de transparence
qui doit être porté par toutes les organisations de la société civile. À la lumière de la semaine de l'état civil célébrée du 10 au 14 août, on s'intéresse à la dématérialisation de l'état civil. Vous le savez, la digitalisation est en marche, mais des lenteurs subsistent. Les usagers réclament l'accélération du processus. Reportage édifiant, Habib Faye à Modouba. El Hadj Omar Ndoye est venu récupérer son extrait de naissance à l'état civil des Parcelles Assainies. L'attente est longue, dit-il. C'est long, pour moi c'est long, parce que comme nous sommes dans un monde maintenant, on joue contre le temps, les choses pouvaient être plus rapides quoi, parce que on n'a pas assez de temps aujourd'hui. C'est-à-dire tu es là, tu veux avoir quelque chose, tu cherches quelque chose. Là, quand tu viens, on pouvait te le faire plus vite quoi, pour que tu puisses le récupérer. Tout le contraire de Kourambodj, à qui l'officier demande de patienter. Il est ici depuis ce matin. Non, je vais patienter dans 30 minutes après me récupérer. Pourtant, une plateforme de numérisation des données administratives est mise en place pour faciliter l'obtention des pièces d'état civil. Ce projet est venu donc pour soulager en quelque sorte les populations, mais aussi les acteurs de l'État. C'est un processus, il y a d'abord la numérisation, il y a après donc l'indexation, ça permettra donc d'avoir les données mobiles de tous les centres d'état civil, logés dans un fichier national biométrique et permettra donc l'enregistrement ou bien l'informatisation des centres d'état civil et permettra aussi l'interconnexion. Dans ce cas, une personne qui est à distance, même peut faire une demande à distance et obtenir donc son extrait à l'heure où il veut donc obtenir son papier. Devant sa machine, Mamlène Ndiaye tâche de bien enregistrer les actes de naissance. Coursi un tout petit peu, parce qu'auparavant, on prenait le rendez-vous de l'usager à 24 heures, voire 48 heures, selon la demande. Mais maintenant, alhamdulillah, l'usager peut venir le matin et récupérer son document l'après-midi. Un ouf de soulagement que d'avoir la plateforme NECAL, selon l'officier d'état civil, fini les cas de magouille et de fraude. Merci Habib. À Sédhiou, des enseignants des écoles préscolaires communautaires attendent toujours leur intégration dans la fonction publique. Ces enseignants ont tenu ce matin un sit-in devant l'IEF pour appeler au gouvernement sa promesse après 10 ans de service dans le bénévolat. Souleymane Conté, président du collectif avec notre équipe à Sédhiou. Nous sommes en service dans ce pays il y a 10 ans de cela dans le bénévolat parce que nous ne parvenons pas à recevoir des motivations. Nous prenons en charge environ 7750 enfants par an. D'une part, nous avons boosté le taux de préscolarisation à 29%. Aujourd'hui, nous sommes au nombre de 350 répartis dans 150 écoles, que sont les CPC. Nous, aujourd'hui, nous sommes là pour faire un rappel à son Excellence, M. Macky Sall, de la promesse qu'il nous avait faite au sein de leur tournée économique Sédhiou, qui est de nous former et de nous intégrer dans la fonction publique. Aujourd'hui, nous sommes derrière Mme Maïmouna Sissoko Kouma. Nous comptons très fort sur ses appuis pour vraiment nous aider à sortir sur cette situation de précarité. Aujourd'hui, nous souhaiterons à ce que le président de la République, son Excellence, M. Macky Sall, vraiment de nous aider à réaliser la promesse qu'il nous avait faite pour vraiment nous former et nous intégrer dans la fonction publique. Car 10 ans de bénévolat n'est pas attribué à qui que ce soit. Et dans notre rubrique Les bonnes feuilles de la rédaction, on s'intéresse à la production de Khady Faye intitulée Dictionnaire Serer français. Serer, dans ce livre, l'auteur a essayé d'étudier le Serer du Sine. La publication de ce dictionnaire est pour l'auteur un événement qui éveille la curiosité. Note de lecture, Ibou Diouf. 275 pages et 38 lettres alphabétiques. Quelques règles de grammaire et de conjugaison sont fournies. L'auteur inventorie ensuite les abréviations utilisées dans le lexique, essentiellement dans la première partie. Quand j'étais au Canada, où j'ai émigré depuis 2005, je voyais sur Internet où je faisais des recherches qu'il y avait des Blancs, des gens qui voulaient aller en Afrique, particulièrement au Sénégal, et qui ne savaient pas comment dire, qu'est-ce qui te fait mal,
qu'est-ce que tu as, des questions qu'il voulait poser aux populations dans les villages. Donc j'apportais des solutions à ces questions sans réponse à travers un blog que j'avais mis en place. Contrairement à ceux qui se laissent supposer le titre de l'ouvrage, le lexique commence par des entrées français et sérère. Le sérère qui fait partie des langues parlées au Sénégal pour lesquelles il existe une longue tradition. Cet ouvrage est destiné à tout le monde, particulièrement aux Sérères, aux Sénégalais, aux Africains, à toute personne curieuse d'apprendre la langue sérère et de l'identité sérère. J'ai fait des recherches sur Internet. J'ai aussi puisé de ma culture, de mon vécu, de la connaissance de ma langue maternelle que j'avais, et aussi avec des conseils avisés de gens comme mon oncle Mamadou Faye. L'objectif visé par Khady Faye est de faire de cette langue un vecteur de la culture et par la même occasion donner plus de moyens et d'efficacité à l'éducation. Donc pour moi c'était important de participer à la promotion de cette langue, dans la mesure où Cheikh Anta disait toujours que nous devons apprendre avec nos langues pour pouvoir mieux comprendre les sujets que nous traitons. C'est important dans la mesure où les langues véhiculent notre culture, nos valeurs. Et les valeurs sont importantes pour la construction d'un Sénégal, et avec des citoyens capables de prendre en main leur destin avec des valeurs sûres qui garantissent le meilleur vivre ensemble. Khady Faye note dans son dictionnaire que le sérère a fait l'objet d'un décret numéro 75-1025 du 10 octobre 1975. Le sérère qui appartient à la branche atlantique des langues nigéro-congolaises. Djokandjel Ibou, Djokandjel Khady Faye. Dans l'actualité internationale, la situation au Niger et le dialogue de sourds entre la junte et la CEDEAO. La junte, vous le savez, qui a formé un gouvernement de 21 membres hier, mercredi. Aujourd'hui, la CEDEAO, en sommet extraordinaire, a ordonné le déploiement immédiat de sa force en attente pour restaurer l'ordre constitutionnel. Les chefs d'État de l'organisation se sont réunis aujourd'hui à Abuja pour aborder cette situation. La CEDEAO souligne toutefois son engagement en faveur de la restauration de l'ordre par des moyens pacifiques. Le point avec Mamadou Fall. Possible intervention armée de la CEDEAO au Niger, les dirigeants de l'organisation opposés au coup d'État dans ce pays ont tenu un sommet extraordinaire après l'échec de leur ultimatum aux putschistes. La CEDEAO a ordonné l'activation de sa force d'intervention à l'issue du sommet extraordinaire, mais sans poser d'ultimatum. L'option militaire peut être mise en branle à n'importe quelle heure et à n'importe quel jour pour tirer Bazoum des griffes des militaires ayant pris le pouvoir. Mais l'organisation tient toujours à une résolution pacifique des crises. Au cas où l'ordre constitutionnel tarde à être rétabli au Niger, les chefs des armées devront déployer les forces pour intervenir. La CEDEAO a dans un communiqué souligné la demande faite à l'Union africaine pour approbation de l'intervention militaire. L'organisation a également demandé le soutien de tous ses partenaires, y compris l'ONU. Et à retenir, Mamadou, que les sanctions prises par la CEDEAO restent maintenues. En sport, basket, démission du directeur technique national Moustapha Gueye, l'ex-sélectionneur des Lions, jette l'éponge quelques jours seulement après la compétition. Qu'est-ce qui s'est passé? Explication, cher Sadibou Diarra. Stupeur dans le basketball sénégalais. Le sélectionneur de l'équipe nationale féminine, par ailleurs directeur technique national Moustapha Gueye, a remis sa démission ce jeudi. Un départ qui prend de court l'instance. Effectivement, nous avons appris aujourd'hui par voie de presse et aussi dans un groupe WhatsApp de la fédération que le directeur technique national Moustapha Gueye souhaiterait se décharger de ses fonctions, où nous en prenons acte en attendant de se concerter avec la fédération pour la suite à donner. Ça mettra à l'aise quelque part même la fédération et son président pour qu'ils puissent mener une enquête vraiment à équidistance. La démission de Moustapha Gueye, qui arrive quelques jours après une médaille d'argent à l'Afrobasket 2023, constitue une surprise. Mais pas tant que cela. Ce lieu de préciser, c'est qu'aujourd'hui, nous sortons d'une Afrobasket où
beaucoup de choses se sont passées et que la fédération prendra ses responsabilités pour situer le rôle de chacun dans cette affaire. Et s'il y a des sanctions qui devront être prises, elles seront prises naturellement. Et ça n'a rien à voir avec une quelconque démission du DTN ou pas. C'est exactement la position de la fédération. La Fédération sénégalaise de basketball, qui a parmi ses missions la reconquête du titre continental, aussi bien chez les hommes que chez les dames, est ainsi confrontée à deux nouveaux chantiers. Trouver un sélectionneur au Lyon et un directeur technique national, pas une mince affaire au regard du palmarès de Moustapha Gaye. Merci cher Sadibou, c'est la fin de cette édition. Merci infiniment de l'avoir suivi. Soir d'info, la suite avec Sarah Sissé ce soir et professeur Pendambaou. Restez avec nous, vous êtes au bon endroit. Bonne soirée.